Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. La décision est tombée tout à l'heure. Julien Coupat passera bien Noël en prison. La demande de remise en liberté du chef présumé des saboteurs de la SNCF a été refusée. Eux vont passer Noël devant leur usine. Les salariés de Molex en Haute-Garonne ont organisé une surveillance du site. Ils craignent un déménagement des machines en catimini. L'entreprise doit fermer dans 6 mois. Les vieilles voitures semblent être devenues indésirables. Un décret prévoit que les cartes grises pourront être retirées aux véhicules ne répondant pas à une nouvelle réglementation très stricte. Nous ferons le point dans ce journal. Les îles Maldives sont-elles en train de devenir un paradis artificiel? Depuis quelques années, la drogue est omniprésente. Résultat, un enfant de moins de 15 ans sur 5 serait héroïnomane. C'est le dossier de cette édition. Et puis nous irons en Afrique du Sud pour nager avec les crocodiles. Un ranch propose le grand frisson dans une cage immergée. C'est très impressionnant, vous le verrez, d'autant que ces crocodiles-là ont, semble-t-il, très faim. Mais pour commencer, on va partir aux États-Unis avec une vraie grosse frayeur. Le froid sibérien qui s'est abattu sur le nord du pays a provoqué près de Washington la rupture d'une immense canalisation. Résultat, une vague a envahi tout un quartier et il a fallu des hélicoptères pour sauver des flots certains automobilistes. Comme souvent aux États-Unis, le tout a été filmé en direct à la télévision. Loïc Delamornay. La route est devenue un furieux torrent. Dans les voitures, plusieurs personnes sont coincées, redoutant le pire. Toute la journée, les événements de Cabin John, une petite ville non loin de Washington, ont tenu en haleine les téléspectateurs américains. Rien de mieux pour doper l'actualité qu'un vrai film catastrophe en direct. Il faisait -8 ce matin quand le froid a fait éclater une grosse canalisation, lâchant une vague d'eau glacée d'1,50 m de haut sur les routes. C'est dangereux pour les sauveteurs, mais pour les passagers, c'est plus sûr qu'ils restent à l'intérieur des véhicules où ils sont mieux protégés du courant. Les secours ont réussi à aller rechercher, grâce à des canaux amarrés aux berges, certaines personnes piégées au volant. Mais ce sont les hélicoptères qui ont évacué les conducteurs placés dans les zones les plus périlleuses. Aucune victime n'est à déplorer, si ce n'est quelques états d'hypothermie après un bon bain glacé. Toujours aux États-Unis, coup de froid aussi sur la finance. L'affaire Madoff n'en finit pas de faire des vagues. Et les enquêteurs s'interrogent désormais sur les complicités dont l'homme d'affaires aurait pu bénéficier, car il est de plus en plus difficile d'imaginer qu'il ait pu, à lui tout seul, mettre en place une fraude de 50 milliards de dollars pendant des décennies. Et dernier rebondissement en date dans ce dossier, il y a quelques heures, un Français s'est suicidé à New York. Il a perdu et il a fait perdre énormément d'argent à d'autres Français dans cette affaire. Alain Chalvron, bonsoir. Dans le cadre de votre enquête sur l'affaire Madoff, vous aviez pris contact avec cet homme il y a quelques jours. Oui, nous avions pu l'avoir au téléphone, Thierry de la Ville-Huchet, mais il ne souhaitait pas s'exprimer devant la presse. En fait, il était effondré. Il avait créé, c'était un ancien banquier, il avait créé un cabinet de conseil en investissement, on pourrait dire, qui était situé sur Madison Avenue, une très prestigieuse adresse à New York. C'est la même, d'ailleurs, où il s'est donné la mort tout à l'heure. Et il avait placé les 3/4 des fonds que lui confiaient ses clients, les 3/4 chez Madoff, c'est-à-dire 1,5 milliard de dollars tout de même, et accessoirement toute sa fortune personnelle. Il considérait que c'était un placement de haute sécurité. Il s'est donc senti trahi et surtout ne savait plus comment regarder ses clients, qui étaient souvent aussi des amis issus de la jet-set européenne. C'est comme si sa vie s'était évaporée, nous a dit tout à l'heure un de ses proches. À ma connaissance, Thierry de la Ville-Huchet est la première victime de Madoff à s'être donné la mort. Espérons qu'il sera aussi le dernier. Merci Alain. La crise en France maintenant, elle va se traduire par un drôle de Noël pour les salariés de Molex. Ils ont décidé de surveiller leur entreprise 24 heures sur 24 pour éviter un déménagement des machines en catimini pendant les vacances. Ce sous-traitant automobile en Haute-Garonne devrait être bientôt délocalisé en Slovaquie. Reportage Muriel Lassaga, Olivier Combe. Drôle de Noël, drôle de sapin. Ces hommes, ces femmes, ce sont tous des salariés de l'entreprise Molex. 288 au total qui se retrouveront au chômage en juin prochain. C'est pour remercier le cadeau que nous fait monsieur le père Molex. Le père Molex. L'usine va fermer. Le personnel l'a appris il y a 2 mois, en même temps que le montant du bénéfice de l'entreprise, 1 200 000 €. Pourtant, la production sera délocalisée en Slovaquie. C'est plus qu'une injustice ce qui nous arrive, donc voilà quoi. Il y a 2 mois de ça, on nous dit qu'on est les meilleurs, la meilleure entreprise du groupe. 2 mois après, on nous dit que vous n'êtes pas rentable. On ne comprend pas quoi. Au fil des semaines, le désarroi a grandi, la peur aussi.
Alors depuis hier, des tours de veille se succèdent jour et nuit devant le site de l'usine fermé pendant les vacances de Noël. On a peur qu'ils nous vident le magasin et les machines. On a quand même une unité de production de 32 machines à injection. Par voie de presse, la direction de l'entreprise vient de démentir toute tentative de déménagement. Mais les salariés n'ont plus confiance. Une dizaine d'entre eux montrent à la garde cette nuit et les jours suivants. Et dans le secteur de l'automobile, les mauvaises nouvelles se succèdent. Dernière en date, le groupe PSA vient d'annoncer une période de chômage partiel jusqu'au 5 janvier en Moselle. 6000 salariés des sites de Borny et Trémery sont concernés. La CGT sur place dénonce l'effet d'aubaine de la direction qui profite selon elle de la crise pour prendre des mesures au détriment des salariés. Dans ce contexte, patrons mais aussi décideurs politiques ont parfois mauvaise conscience à organiser les traditionnels ripailles de fin d'année. De nombreux pots et réveillons ont ainsi été annulés, notamment dans les mairies ou encore dans les conseils généraux. Reportage, Anthony Da Silva, Bernie Merriot, récit Jérôme Berma. La plus grande salle d'Anguin, c'est 1000 m² pour des congrès, pour des manifestations ou pour les vœux de la ville. Cette année, il n'y en aura pas? Non. Ni champagne, ni petit four. Face à la crise, le maire d'Anguin a pris une décision radicale. Cérémonie de vœux annulée, 50 000 € d'économies reversées à une association. Et nous entrons dans une année difficile et qu'il nous semblait impensable de la commencer dans un certain luxe. Anguin, son lac, son casino, une ville habituée au faste. Mais sur le marché, l'initiative du maire est plutôt bien perçue. Ça nous chagrine, mais sachant que c'est pour une bonne cause, nous sommes pour. Ça faisait un peu caste privilégié. Donc là, c'est tout le monde qui a la même enseigne, c'est très bien. Et les initiatives du genre se multiplient en France. Ici, à Beauvais, les élus sont même invités à confectionner leur carte de vœux. Et il n'y aura qu'une seule fête au lieu de 5. Les buffets seront beaucoup plus restreints à galettes et cidre. À Marseille, on devrait économiser près de 250 000 €. Cérémonie annulée pour la ville, le département et la région. On m'indique qu'un certain nombre d'enfants dans notre département ne font qu'un repas par jour à la cantine. Je ne peux pas rester insensible. À Sarreguemines, c'est le budget d'illumination qui a été réduit par 2. Les ampoules sont désormais à basse consommation pour des économies d'énergie. Et décidément, tout le monde réduit la voilure, comme on dit. On s'en doutait, mais le sentiment est désormais chiffré. Les crédits à la consommation ont fortement chuté le mois dernier, moins 17,5%, c'est-à-dire que près d'un crédit sur 5 n'a pas été accordé par rapport à ce qui était pratiqué l'année précédente. Conséquence, eh bien, les consommateurs consomment moins. C'est en tout cas ce que constatent les hypermarchés. Un peu partout en Europe, ils affichent des résultats en baisse. Un recul qui s'explique par le contexte, bien sûr, mais aussi apparemment par un changement dans leurs habitudes de course. Caroline Thébault, David Dameda. 2 boîtes de chocolat Lindt avec 2 € de réduction qui vous sont... Des magasins qui multiplient les promotions à 2 jours de Noël. La grande distribution abat sa dernière carte pour attirer les clients. Des clients aujourd'hui réticents à consommer, qui ne quittent pas des yeux les étiquettes. On a un pouvoir d'achat qui a beaucoup diminué et donc il faut faire très attention. Et malgré que ce soit la fête, qu'on s'amuse bien, il faut quand même avoir la tête sur les épaules. On regarde, oui, essentiellement sur le tas, les promotions, on vérifie bien le prix au kilo surtout. Non, actuellement, c'est vraiment... faut faire attention à tout, quoi. C'est comme ça. Des clients qui s'enrhument et c'est toute la distribution qui éternue. Fréquentation des centres commerciaux en baisse, moins 2,9% sur la première quinzaine de décembre par rapport à l'année dernière. Les ventes aussi sont en berne, notamment dans le textile, de moins 5 à moins 10% le week-end dernier par rapport à 2007. L'ensemble du commerce français est en difficulté pour la fin de l'année et j'ai bien peur que cette fin d'année soit quand même très morose. Autre victime, les hypermarchés. Le groupe Carrefour vient de revoir à la baisse ses objectifs de croissance. L'action a perdu plus de 48% de sa valeur en un an. Car au-delà de la crise, c'est tout le modèle économique des grandes surfaces qui n'est plus adapté. L'hypermarché comme une sorte de cathédrale dans laquelle il y a des milliers et des milliers de produits exposés, c'est quelque chose qui ne correspond plus tellement à nos attentes. Aujourd'hui, le consommateur se tourne davantage vers les magasins à bas coût, les marques de supermarchés, et n'hésite pas à comparer les prix sur Internet.
Depuis 2 ans, le consommateur a changé. Il veut des grandes marques pour certaines choses et du premier prix pour d'autres choses. Il va de plus en plus sur Internet, il choisit. Et finalement, c'est ça le grand dilemme des distributeurs, mais aussi des industriels, c'est qu'il ne suffit pas de lui proposer la même chose qu'auparavant. Il faut comprendre que le consommateur a changé et qu'il veut autre chose. Les prochains jours seront décisifs pour la distribution. Viendront ensuite les soldes à partir du 7 janvier, la dernière chance de sauver la saison. Et cette frilosité des consommateurs est-elle aussi due, non pas à la crise, mais au fait qu'on en parle beaucoup? C'est une question qui revient assez régulièrement. Une étude montre même que près des 2/3 des Français considèrent qu'à force de parler de la crise, les médias finissent par agir sur le moral et donc à nuire à l'économie. Alors parle-t-on trop de cette crise? Yves Ginca, Alain Locasio. Ici, le client est presque une denrée rare. Et pourtant, on est sur un marché de Noël en plein Paris à la veille des fêtes. Alors, est-ce la faute de la crise ou bien des médias qui en parleraient trop? Est-ce que vous trouvez qu'en ce moment, les médias parlent trop de la crise économique? Oui, effectivement, il y en a marre. On n'entend que ça. La radio, la télé, ça a suicidé. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur de demain. D'autres, au contraire, pensent qu'il faut être réaliste. Moi, je trouve qu'ils n'en parlent pas suffisamment bien. Parce que je trouve qu'on est dans une crise qui va être extrêmement profonde et grave. On en parle beaucoup, on en parle peut-être trop, mais on va pas se voiler la face non plus. Il faut dire que depuis 3 mois, le mot crise est presque chaque jour au menu des journaux. Car la France est en récession. Les faillites d'entreprises bondiraient de 12% cette année. Avec les plans sociaux en cascade et les délocalisations, il y aurait au total plus de 70 000 emplois détruits. Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, le travail des journalistes n'est absolument pas en cause. Mais selon lui, la répétition des mauvaises nouvelles a forcément un impact sur l'activité économique. Si vous entendez dire tous les jours que dans le fond les choses ne vont pas bien, eh ben vous n'investirez pas, vous n'embaucherez pas. Donc il faut absolument rétablir la confiance. Une confiance bien nécessaire. En 2009, on s'attend à une croissance nulle et à 170 000 chômeurs supplémentaires, rien que pour les 6 premiers mois de l'année. Et dans ce contexte, justement, les négociations autour de l'assurance chômage se poursuivent ce soir. Elles pourraient durer une bonne partie de la nuit, mais c'est a priori le dernier round de discussion entre les partenaires sociaux. Le texte qui sera signé à l'issue de cette réunion va donc fixer les règles pour les indemnités des chômeurs dans les 2 ans à venir. Dans le reste de l'actualité, la décision était très attendue. Le principal suspect dans l'affaire de sabotage des lignes SNCF, Julien Coupa, espérait pouvoir passer Noël en famille. Mais les juges en ont décidé autrement. Sa demande de libération a été refusée tout à l'heure. Son père parle ce soir de mascarade et d'acharnement. Lionel Feuerstein, Olivier Robert. Son père espérait passer Noël avec lui. La cour d'appel de Paris en a décidé autrement. Julien Coupa, que les enquêteurs présentent toujours comme le chef d'un groupe d'activistes soupçonné d'avoir saboté des lignes SNCF, restera en prison. Non, mais ne me posez pas de questions, je ne vais pas répondre. On va attendre. La chambre de l'instruction a validé le référé détention demandé par le parquet, qui s'oppose à sa remise en liberté. Une procédure exceptionnelle. Pourtant, vendredi, un juge des libertés s'était prononcé pour la libération de Julien Coupa. Je rappelle que la liberté, en principe, en matière d'instruction, on reste présumé innocent et donc la liberté est la règle. Donc quand on a des garanties de représentation et pas de casier judiciaire, tout simplement, on devrait être mis en liberté. Julien Coupa reste en prison, sa compagne Hildune Lévy également. Hier, les magistrats ont rejeté sa demande de remise en liberté. Motif, elle n'aurait pas encore été convoquée par le juge d'instruction. Elle ne sera pas interrogée avant le 8 janvier. Donc ça veut dire pour moi c'est une prise d'otage, carrément. Je ne vois pas comment appeler ça autrement. Vendredi, la chambre de l'instruction se réunira à nouveau pour débattre sur le fond. Une décision définitive est attendue, Julien Coupa peut encore être libéré. Les 7 autres membres de la communauté de Tarnac mis en examen ont eux tous été relâchés et placés sous contrôle judiciaire. Le Père Noël brésilien a été généreux avec la France. Comme prévu à l'occasion de la visite de Nicolas Sarkozy, le Brésil a signé d'importants contrats d'armement, des hélicoptères, des sous-marins pour un montant total de 6 milliards d'euros. Ces contrats s'accompagnent d'importants transferts de technologie. Autrement dit, les Français vont donner quelques-uns de leurs secrets de fabrication aux Brésiliens, ce qui scelle le nouveau partenariat stratégique entre les 2 pays. Un partenariat dont n'est pas exclue la première dame de France. Vous allez le voir, Madame Bruni Sarkozy avait aussi son programme, très différent de celui de son mari. Sur place, Alexandre Cara et Alain Dubas. Au Brésil, il y a l'agenda politique, poignée de main entre Lula et Nicolas Sarkozy. Négociations au niveau ministériel. Contrat d'armement signé en présence des industriels.
un ballet diplomatique et commercial dans le plus beau palace de Copacabana. Au Brésil, il y a aussi l'agenda caritatif. À quelques kilomètres de là, sur les collines de Rio, s'accrochent les favelas. C'est ici que Carla Bruni Sarkozy poursuit sa propre visite officielle. Parabéns pra você, bon anniversaire en portugais. C'est en chanson que les enfants défavorisés accueillent la première dame de France. Fala português. Não falo português, mas... Dona Lili falou que você... Née un 23 décembre, Carla Bruni Sarkozy est venue dans ces quartiers soutenir des actions pour la réinsertion des adolescents pauvres, comme ce défilé de mode réalisé par ces gosses déshérités. Au Brésil, c'est bien Carla Sarkozy qui tient la une. Au Globo affiche sa photo en première page alors que la partie politique est reléguée dans les pages intérieures. Devant les Français du Brésil, c'est encore elle qui l'emporte à l'applaudimètre. Hier soir, il y avait un concert. À l'affiche, Charles Aznavour qui emporte le public. Mais dans la salle, c'est bien elle qui vole la vedette. Fin de la visite officielle, place maintenant aux vacances. Le couple présidentiel a quitté Rio il y a quelques heures pour une destination soigneusement gardée secrète. Et du Brésil, Nicolas Sarkozy a utilisé son droit de grâce présidentielle en cette fin d'année pour, je cite, 27 détenus exemplaires, dont Jean-Charles Marchiani. L'ex-préfet du Var était condamné à 3 ans de prison pour corruption dans une affaire de passation de marchés publics dans les années 90. Ce proche de Charles Pasqua s'était aussi fait connaître pour avoir permis la libération des otages du Liban en 88. Le porte-parole du Parti socialiste, Benoît Hamon, dénonce ce soir une dérive du fonctionnement des institutions et de la pratique présidentielle. Fin de citation. Il est 20h15, restez avec nous, on va parler de la nouvelle réglementation sur les voitures. Si la vôtre est ancienne et qu'elle ne répond pas aux normes, vous pourriez tout simplement perdre la carte grise en cas d'accident. On vous parlera aussi d'une saisie record de chocolat contrefait. Et puis on vous emmènera plonger avec les crocodiles en Afrique du Sud. Vous allez le voir, c'est très impressionnant. Mais on continue d'abord avec une bonne nouvelle pour les Français qui rêvent de passer un week-end à Londres. La livre sterling n'a jamais été aussi basse. Regardez la courbe. Elle a perdu près de 30% de sa valeur depuis le début de l'année et s'échange désormais quasiment à parité avec l'euro. Autrement dit, Londres est en train de perdre sa réputation de ville parmi les plus chères du monde. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont choisi de passer les vacances de Noël là-bas, d'autant que les soldes ont déjà commencé. Sur place Arnaud Boutet, Laurent Desbois. Sur le quai de la gare Saint-Pancras, les visiteurs pressent le pas. Le programme de Noël est chargé. On va visiter des cathédrales, des châteaux hantés, j'espère, et faire un petit peu de shopping, voilà. 10% de voyageurs en plus par rapport à l'an dernier. À peine arrivé, changement de bagages. Débute alors le marathon commercial, avec dans la foule et un peu partout le même constat. Il y a beaucoup de Français qui parlent français partout, à l'hôtel pareil ce matin. Donc... Noël à Londres ressemble à une immense braderie. Et cette année, les consommateurs étrangers peuvent offrir sans se ruiner. Il y a déjà 50% et en fait les soldes n'ont pas commencé, donc c'est plus intéressant qu'à Paris. Les cadeaux de Noël, voilà. Il y a certes les soldes avant l'heure, mais pour les Français, la grande nouveauté tient en 2 mots. Ouais, mais on gagne là, on gagne. Le taux de change. Ici 1,3, ouais. On gagne largement. 1,03, une quasi-parité du jamais vu depuis la création de l'euro. Démonstration quelques minutes plus tard, ces 2 Parisiens traquent et trouvent la bonne affaire. Le maillot national de l'Angleterre. En France, il a 50 €. Ici, on a environ 20 € et quelques. Et pour eux, chaque minute est comptée. Est-ce que vous avez été dans les musées à Londres? Non, on n'a pas. Franchement, il vaut mieux faire du shopping. Pour le moment, on verra les musées plus tard. Avec des prix en baisse, les Français profitent de la crise, devenue ici l'obsession des Anglais. À l'image du curieux sapin de Noël du musée Tate. Il faut pédaler pour éclairer. Décidément, tout le monde annonce des lendemains difficiles. De nouvelles manifestations ont lieu en ce moment même en Grèce. Quelques 2000 jeunes se sont rassemblés devant l'université d'Athènes face à un impressionnant dispositif de sécurité. Un véhicule de police a été détruit et par ailleurs l'effigie d'un cochon géant, synonyme en Grèce de policier en argot, a été brûlée. Les rapports restent donc tendus entre la jeunesse du pays et les forces de l'ordre depuis la mort d'un lycéen il y a 2 semaines.
Le pouvoir a horreur du vide. En Guinée, moins de 24 heures après la mort du président, une tentative de coup d'État militaire a eu lieu dans la capitale Conakry. Les putschistes dénoncent les détournements et la corruption généralisée mise en place selon eux par le chef de l'État disparu et par son clan au pouvoir depuis 24 ans. Plus sympathique, à Taïwan, des Chinois ont décidé de relancer ce qu'ils appellent, je cite, la diplomatie du panda. Illustration en images, 2 pandas géants du continent chinois sont arrivés aujourd'hui sur l'île de Taïwan. Ils s'appellent Tuan Tuan et Yuan Yuan. Prononcés ensemble, leur nom signifie s'unir en chinois. La Chine, je vous le rappelle, revendique toujours la souveraineté sur l'île nationaliste. Et il faut savoir que la diplomatie du panda est pratiquée depuis 50 ans. 9 pays ont déjà reçu comme ça des plantigrades. Les îles Maldives, voilà un nom qui fait rêver. Eh bien, c'est un paradis qui semble bien être devenu artificiel, en tout cas pour les plus jeunes, parce qu'ils s'y ennuient, parce que la drogue est ce qu'il y a de plus facile à trouver. Un enfant sur 5 de moins de 15 ans est devenu là-bas héroïnomane. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Arnaud Miguet et Dominique Marotel. Voici l'image que l'on connaît des Maldives. Mer turquoise, sable blanc, Éden pour Robinson Crusoe, touriste fortuné. Mais derrière cette carte postale du paradis se cache une autre réalité, celle de l'enfer, celui de la drogue. À Malé, la capitale, les chiffres sont terrifiants. 3 habitants sur 10 seraient accros à l'héroïne. Zia et Akram, 28 et 36 ans, se droguent depuis l'adolescence. Ils ont tout connu, prison, centre de réhabilitation, mais rien n'y fait, ils ne s'en sortent pas. Tous les soirs, il leur faut leur dose. Regardez, c'est ce qu'on trouve ici pour 10 $. 7 € la dose, 70 € le gramme de brown sugar, le sucre brun comme on l'appelle ici. L'héroïne commence à envahir les Maldives à partir des années 90, venue d'Afghanistan à l'époque contrôlée par les talibans ou du Pakistan. À partir de 1993, ça a commencé. Tout le monde s'est mis à se droguer ici, même ma petite amie. J'étais choqué. Je ne pensais pas que les filles pouvaient s'y mettre. Dans un pays 100% musulman, je n'avais jamais vu une fille se droguer. Wells est lui-même un ancien toxicomane, aujourd'hui travailleur social. Il tente d'aider ces jeunes, mais la drogue est partout. Il suffit d'un simple coup de téléphone de chez vous. Vous n'avez qu'à tendre la main dehors et on vous la livre tout de suite. Ici, ça va plus vite que de commander une pizza. Par contre, l'aide dont on a besoin, on ne l'obtient pas. Dans cette république islamique, la plus petite au monde, les autorités n'ont longtemps fait que de la répression. 80% des détenus des prisons sont condamnés pour des crimes liés à la drogue. À voir ce spectacle offert par les surfeurs, on est loin de réaliser qu'une partie de la jeunesse livrée à l'ennui ou au chômage a sombré dans les paradis artificiels. Et le problème s'étend à toutes les îles, avec une crainte que les Maldives ne deviennent une plaque tournante du trafic international. C'est très difficile de surveiller nos 1200 îles. On ne peut tout simplement pas contrôler tout ce qui transite dans nos eaux territoriales. Dernière prise en date la semaine passée, 3 tonnes d'héroïne. La situation en Maldives est de plus en plus dramatique. Le fléau s'attaque aux plus jeunes. 20% des enfants de moins de 15 ans seraient héroïnomanes. Le nouveau président, élu en novembre dernier, a promis de s'atteler à la tâche. Il faut faire attention à tout en ce moment, même aux petits plaisirs de fin d'année. Les douanes ont saisi hier quelques 10 tonnes de chocolat Ferrero contrefait. Voilà qui ne devrait pas plaire dans les soirées d'ambassadeurs. Yvan Maco, David Fossard. Voici les célèbres rochers d'un grand chocolatier. Et voici sa contrefaçon saisie par les douanes de Rungis. Même emballage, même texture, mais bien plus de crise de foi en perspective, car s'ils ne sont pas toxiques, ces produits analysés en laboratoire restent de très mauvaise qualité. 32 000 boîtes interceptées, un butin record découvert lors d'un banal contrôle de TVA. On a ouvert la marchandise et on s'est rendu compte que la marchandise ressemblait vachement, enfin énormément, à une marque très connue. Les 10 tonnes saisies arrivaient directement de Turquie et étaient destinées au marché français. Ici, au musée de la contrefaçon à Paris, on en connaît un rayon sur la copie alimentaire. Les faussaires sont de plus en plus ingénieux. On a vu, par exemple, l'année dernière, plus de 1,2 million de tonnes de produits alimentaires contrefaits qui viennent de produits comme la Turquie, la Chine, Singapour. C'est un phénomène en constante augmentation dans tous les produits, sur tous les marchés. Et donc là, il y a vraiment un problème sur la protection des consommateurs. Il faut de la vigilance. À Rungis, l'enquête se poursuit pour tenter de remonter la filière. Les importateurs encourent de 5 à 10 ans de prison et jusqu'à 1,5 million d'euros d'amende, soit 2 fois la valeur des vrais chocolats.
Attention encore, attention aux mauvaises surprises pour le printemps prochain. Si vous êtes automobiliste et que votre voiture est ancienne, cela pourrait bien vous coûter très cher, notamment à l'occasion d'un simple accrochage, car l'expert en assurance devra désormais contrôler 31 points de votre véhicule. Et si l'un d'entre eux n'est pas conforme, même si ce n'est pas lié à l'accident, on pourra alors vous retirer la carte grise. Enquête, Vincent Fischmann, Mathias Barrois. Un pare-brise en miettes, un peu tôle froissée. Jusque-là, un coup de fil à l'assurance, une visite de l'expert et tout était réglé. Mais d'ici quelques mois, les choses vont sérieusement se compliquer. Au moindre accrochage, un expert pourra passer votre voiture au peigne fin. C'est des informations importantes sur la carrosserie, sur la direction, sur le freinage, sur la sécurité passive, très importante, sur la direction et les liaisons au sol. Donc toutes ces familles permettent de prendre en considération l'état, la dangerosité du véhicule dans son intégralité. En tout, 31 points de contrôle peuvent être vérifiés. En cas de problème, la carte grise est retirée à son propriétaire qui n'a plus le droit de rouler avec sa voiture. Le but est avant tout un but de sécurité routière, c'est-à-dire d'éviter de mettre en danger la vie soit des conducteurs, soit d'autres automobilistes, soit de piétons, en laissant circuler des véhicules en état de dangerosité. Pour récupérer sa voiture, le conducteur doit effectuer les travaux. Puis c'est à l'expert une nouvelle fois de se pencher sur le véhicule. Une procédure longue et à la charge du propriétaire. Un travail supplémentaire de l'expert, donc on peut dire qu'en gros ça va être 200-250 euros, plus 70 euros de contrôle technique et 70 euros d'un contrôle qui est la géométrie des trains roulants. Donc au total, c'est minimum 300 euros de surcoût qu'il faut prévoir. Cher mais efficace pour retirer de la circulation les voitures les plus anciennes et peut-être les moins sûres. Il y en aurait entre 500 000 et 1 million. Le décret pourrait rentrer en vigueur le 15 avril. Conséquence des règles de sécurité, mais aussi de la rationalisation dans le domaine de la radiothérapie, les cabinets ont dû, au fil des ans, regrouper leurs activités dans des grands centres. Et résultat, sur toute la durée de leur traitement, certains patients doivent faire des milliers de kilomètres. C'est fatigant pour eux et cela coûte cher en remboursement de transport pour la sécurité sociale. Un exemple concret avec Jean-Daniel Flézaquier et Vincent Bouffartigue. Chaque après-midi, Guy Scholler quitte Saint-Victor-de-Rhénau en taxi, direction Le Mans. Un trajet qu'il va parcourir pendant 5 semaines, le temps de faire les 25 séances de radiothérapie nécessaires pour traiter son cancer. La séance de radiothérapie, ça dure 10 minutes grosso modo, quoi, pour faire 160 km aller-retour, ça fait 3 heures quoi, à peu près. Hein. Seuls des centres répondant à des normes strictes de sécurité peuvent traiter de tels patients, et ils sont peu nombreux, d'où les distances. La sécurité d'un côté, tout à fait essentielle, et de l'autre la qualité de vie des malades, fondamentale également. Même courte, une séance de rayon fatigue et la répétition quotidienne des trajets et des séances peut être mal supportée. C'est un peu sensible ici. D'accord. On voit bien qu'à pathologie égale et état général proche, les patients habitant à 2 km, à l'issue de 2 mois de traitement, sont nettement moins fatigués que ceux qui font 1 heure à 2 heures, voire 3 de transport. Que faire? Ces malades n'ont pas besoin d'être hospitalisés. La solution serait de pouvoir les héberger à l'hôtel, mais cela n'existe nulle part en France, sauf ici à Villejuif. Cet hôtel est situé sur le terrain de l'Institut Gustave Roussy, à 200 mètres de l'hôpital. L'an dernier, 800 patients y ont séjourné après accord médical. Et quand on faisait 6 heures de trajet quotidien, on apprécie la différence, dit l'épouse de ce malade. Il n'a pas l'ambiance de l'hôpital, qui est tout à fait différent. L'hôpital, ça reste un hôpital. Tandis qu'ici, c'est une bonne ambiance, il rencontre du monde, il ne parle pas forcément de la maladie. C'est l'Institut qui règle la note en pension complète, et pourtant, il fait des économies. Dans le budget de l'hôpital, nous constatons effectivement qu'il y a des charges qui diminuent, que ce soit des charges de personnel ou des charges de restauration, du fait que ces patients ne sont pas présents dans nos lits à un moment donné. Développer une telle formule serait vraiment rentable. Par exemple, traiter le cancer de la prostate d'un homme vivant à 90 km d'un centre coûte 6 000 € en radiothérapie, près de 5 000 € pour les trajets en véhicule sanitaire. Un hébergement en pension complète reviendrait quasiment à la moitié. Guy Scholler, lui, s'apprête à reprendre la route vers son petit village du Perche. Et à revenir quand maintenant? Demain matin. 9h50. Non, ça ira bien. Tout ira bien. À la fin de son traitement, il aura parcouru 4000 km.
C'est le grand frisson assuré. Avez-vous déjà pensé à nager au plus près avec des crocodiles? Probablement non. Eh bien, sachez tout de même que c'est possible désormais en Afrique du Sud. Nicolas Marinier. Ils sont agressifs, morphales et grande gueule. Pas le genre d'amis avec qui on aimerait faire trempette. Dans ce zoo d'Afrique du Sud, certains tentent l'aventure pas rassurés. Derrière les barreaux, les téméraires comptent les dents des 4 crocodiles du Nil, jusqu'à ce que les stars se lassent et s'en aillent. J'étais tellement effrayée. Ils se sont approchés si près. Quand ils ont ouvert leur gueule, j'avais l'impression qu'ils allaient m'attraper. Tout cela est fait pour redorer l'image des crocodiles, sans rire, pas gagné de l'aveu même du directeur du parc animalier. Le crocodile est le seul prédateur à nous considérer uniquement comme de la nourriture. Allez, on ne va pas verser de larmes sur la mauvaise réputation des crocodiles. Depuis leur apparition à l'époque des dinosaures, ils ont appris à se défendre et à montrer les crocs. Pour Noël, attention aux jouets qui font trop de bruit. Ils peuvent nuire à la santé des enfants. Et le seuil à risque, vous allez le voir, est très souvent atteint par les fabricants. L'Union européenne envisage d'ailleurs de réviser les règles sur le sujet. Elles sont vieilles de 20 ans. Laetitia Legendre, Alexis Delcourt. Une guitare automatique, des livres enchantés qui ne font pas d'histoire, ou des robots qui se prennent pour des chiens. La joyeuse cacophonie des jouets interactifs peut se révéler nocive pour l'audition des petits. Nous avons testé le nombre de décibels de certains jouets. Le seuil à risque, des 85 décibels, à partir duquel il faut faire attention, est souvent franchi. Les jouets bruyants, les parents tentent de faire avec. C'est rarement des très jolis bruits, donc en général j'enlève les piles. Aux parents donc d'être vigilants, non seulement au volume sonore, mais aussi aux utilisations à répétition. On teste les jouets sonores en ambiance libre. Or, un enfant a les bras très courts et il est très excité par le bruit et il rapproche l'objet de son oreille. Il le rend donc totalement agressif. Conscients de ces risques, certains fabricants font des efforts. Ici, les voix sont enregistrées en studio pour plus de compréhension. Réglage du volume, capteur de mouvement, autant de moyens de réduire les décibels. Même si la norme autorise sur certains types de jouets des niveaux sonores plus élevés, nous, on se fixe plutôt comme limite, même 10 décibels en dessous de ça, donc qui est plutôt le niveau d'une conversation normale. Dans la ligne de mire, certains fusils ou revolvers à pile, particulièrement sonores. Sans oublier les lecteurs MP3. Mal utilisés, ils pourraient casser les oreilles au propre, comme au figuré. La saison de ski sera, nous dit-on, exceptionnelle cette année. En tout cas, elle a bien démarré côté neige. Problème pour beaucoup, ce loisir reste bien trop cher. Alors existe-t-il des moyens de skier à moindre coût ? Eh bien oui, les plus beaux domaines sont parfois accessibles, à condition bien sûr de ne pas vouloir démarrer le matin directement au pied des pistes. Pierre Monégier, Éric Jacquin. C'est le plus grand domaine skiable au monde. 600 km de piste entre Méribel, Courchevel et Val Thorens. Un or blanc réservé aux milliardaires ? Pas tout à fait. Au fond de la vallée, Bride-les-Bains, capitale du ski low cost, à moindre coût. T'as vu, elles sont jolies les chaussures de maman. Joli et moins cher, 14 € par personne et par jour. C'est plus intéressant dans les stations, ça c'est sûr. Ouais. Beaucoup plus intéressant. Ben, on gagne, je pense, au moins 30-40%. Ouais. Du coup, la station affiche complet. Les gens ont peut-être un peu assez de se faire assommer dans les stations. Et puis, maintenant que la conjoncture actuelle économique est de plus en plus difficile, ben, ils sont peut-être descendus d'un cran. En 20 minutes de télécabine, notre famille se retrouve sur les pistes pour un séjour presque moitié moins cher. Car à Bride-les-Bains, l'hébergement est lui aussi low cost. Ce type d'appartement est prévu pour accueillir 8 personnes et il coûte pour la semaine 713 €. 2 à 3 fois moins cher qu'au pied des pistes. Le secret de Bride-les-Bains, c'est qu'ici, il n'y a pas de saison. Station de ski l'hiver, station thermale l'été. Les commerçants étalent leurs recettes sur toute l'année. Ils n'ont même pas besoin de casser les prix. Il nous faut faire l'amalgame en fait entre ski low cost et discount, c'est des choses différentes. On peut nous pratiquer des prix bas sans renier sur la qualité du fait qu'on travaille en fait 11 mois sur 12. Un modèle qui fonctionne à plein régime et qui fait déjà rêver de nombreuses stations de moyenne montagne. Et quel que soit votre choix, restez prudent, on ne le dira jamais assez. Un surfeur qui évoluait sans casque aujourd'hui à La Plagne est décédé après avoir chuté sur des rochers.
À l'heure où l'on ferme une par une les niches fiscales, en voici une qui vient de s'ouvrir. Elle concerne les producteurs de cinéma étrangers. Ils devraient bientôt bénéficier d'un abattement qui leur permettra de tourner leurs films en France. Il faut dire que pour eux, notre pays était devenu trop cher. Ainsi, Woody Allen espère bientôt tourner à Paris le film dont il dit rêver depuis des années. Isabelle Belchler et Bruno Giraudin. Les allées du Palais Royal seront peut-être le décor d'un prochain film de Woody Allen, si l'on en croit ces images idylliques avec notre ministre de la Culture. J'avais un scénario tout écrit à tourner à Paris, mais en montant la production, il s'est avéré que l'addition devenait prohibitive. Alors j'ai dû renoncer, la mort dans l'âme. C'était trop cher, je n'ai pas pu le faire. Woody Allen n'est pas le seul à avoir renoncé. Depuis le Da Vinci Code qui se tournait au Louvre en 2006, les grosses productions étrangères trouvaient Paris et la France bien trop chers par rapport à d'autres pays européens. La semaine dernière, Quentin Tarantino a tourné 3 jours à Paris alors qu'il aurait dû tourner 3 semaines. Il a préféré Berlin, plus abordable. Notre loi de finances a trouvé la parade, un crédit d'impôt. On s'est beaucoup battu pour le crédit d'impôt, c'est quand même important, ça peut aller jusqu'à 4 millions quand même, qui peuvent être déduits des dépenses faites en France. Donc c'était, je crois, une bonne occasion, puis bon, c'est un bonheur. Maintenant, avec ces nouvelles incitations financières, on va reprendre le projet et voir si le film est faisable à Paris. Marie-Antoinette a été l'autre film américain récent tourné en France. Inutile de dire qu'il a dopé les visites touristiques au château de Versailles, comme Da Vinci Code, celle du Louvre. La France veut donc renouer avec ses retombées économiques induites, mais aussi favoriser les emplois techniques directs, qui représentaient au moins 10 millions d'euros pour le film de Sofia Coppola et le double pour le Da Vinci Code. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Julien Coupa, le principal suspect dans l'affaire de sabotage des lignes SNCF, ne passera pas Noël en famille. Sa demande de libération a été refusée tout à l'heure. Son père parle ce soir de mascarade et d'acharnement. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Tania Young à 20h50. Vue du ciel spécial Madagascar, c'est superbe. Et puis pour ma part, je vous retrouve demain à 20h. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.